Les chemins de la musique, Christian Rosset, bonjour. Morton Feldman, né à New York le 12 janvier 1926, mort à Buffalo le 3 septembre 1987, compositeur. En 1962, cédant à la tentation de l'autobiographie, Morton Feldman raconte « Mon premier souvenir musical, je ne devais pas avoir plus de 5 ans, c'est ma mère tenant un de mes doigts et essayant de retrouver avec lui l'air de Eli Eli, une mélodie traditionnelle yiddish, au piano. À 12 ans, j'ai eu la chance d'avoir pour préceptrice Madame Morina Press, une aristocrate russe qui gagnait sa vie en donnant des cours de piano et en jouant dans un trio avec son mari et son beau-frère. En fait, ils étaient tout à fait réputés à l'époque. C'est uniquement grâce à elle, seulement je pense parce qu'elle n'était pas une fanatique de la discipline, que je me suis pénétré d'une sorte de musicalité vibrante plutôt que du métier musical. Je me rends compte maintenant que l'image de Madame Press, une non-professionnelle douée de toutes les capacités et de tout l'éclat d'un pro, ce dilettantisme, ne m'a jamais quitté. Ces lignes ouvrent le recueil d'écrits et paroles de Morton Feldman, dont Jean-Yves Bosseur a assuré l'édition en français chez l'Harmattan, accompagnant ce travail complexe de traduction par une monographie traitant de la singularité de l'œuvre, révélant un Feldman expérimentateur solitaire, doué d'une oreille hypersensible, compositeur à l'écart des modes, mais dont l'importance et l'audience n'ont cessé de croître ces dernières années. Jean-Yves Bosseur sera notre invité aujourd'hui. Ainsi que toute cette semaine, vous pourrez entendre aussi les témoignages de proches de Feldman, comme le compositeur Tom Johnson, qui a été son élève, ou la chanteuse Joan LaBarbera et le pianiste Roger Woodward, qui ont été ses interprètes. Premier parcours, de 1946 au début des années 60, le premier Feldman. Only when flight shall soar not for its own sake only, up into heaven's lonely silence, and be no more. Morton Feldman semble un rêveur ou en partie un dilettante, en tous les cas quelqu'un de très attaché, disons, au plaisir de faire de la musique et à l'écoute sensuelle du son. Mais il note quand même qu'il a toujours nourri un désir secret de quitter cette approche rêveuse de la musique et de devenir un vrai musicien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vrai musicien ? C'est donc quelqu'un qui a de la technique. Ce qui fait qu'il a été travailler avec des compositeurs. Il s'est retrouvé, je crois, d'abord avec Stephen Wolf. Et ce qui s'est passé d'assez étonnant, c'est qu'au fond, d'après ce que dit Feldman, ils ont essentiellement discuté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment fait un apprentissage technique de la musique, comme ça devait se passer, j'imagine, en France, au même moment, ou presque, entre Messiaen et Boulez, par exemple, mais d'avoir une sorte comme ça de discussion sur la musique. Et ensuite, cette rencontre avec Cage, qui a eu lieu au Carnegie Hall lors d'un concert où on créait, je crois, où on dirigeait, peut-être c'est pas une création, mais enfin c'est peu de temps après la création, la symphonie opus 21 de Webern. Et là a lieu une rencontre qui va être tout à fait décisive, mais qui est un petit peu du même ordre, à savoir une rencontre d'affinité qui va débloquer une situation et donc créer un Feldman compositeur, Jean-Yves Bosseur. Oui, et c'est à la suite de cette rencontre avec Cage que Feldman va lui demander s'il peut lui présenter ses premières compositions. Et puis, on sait que Feldman avait présenté quelque temps auparavant ces mêmes pièces à Milton Babbitt, et Milton Babbitt lui avait dit « mais enfin, je ne comprends pas du tout ce que vous faites ». Et là, donc, Feldman montre ces pièces, je crois que c'est le quatuor à cordes, le premier quatuor à cordes,
à Cage, et Cage lui repose cette fameuse question, mais qu'est-ce que vous avez fait, comment avez-vous vu cette pièce? Et à ce moment-là, Feldman, déjà un peu paniqué, lui a répondu j'en sais rien du tout. Et Cage aurait à ce moment-là sauté en l'air en disant enfin un compositeur qui ne sait pas comment il a fait une pièce. Donc ça a été une libération pour Feldman, qui s'est dit après tout, je n'ai pas besoin toujours de me justifier, même si encore une fois ces choix n'étaient pas des choix hasardeux au pire sens du terme, mais ça ne s'expliquait pas par un rationalisme quelconque. On peut dire que Feldman a eu la chance de rencontrer Cage, puisqu'il lui fallait en fait un aîné qui lui serve à la fois de guide et qui ne le censure pas, ce qui a été tout à fait le cas avec John Cage. Et Feldman, quand même, dès ses premiers essais, on s'en rend compte d'ailleurs en les écoutant, est quand même d'un certain côté de la musique de son temps, qui n'est pas n'importe lequel. En fait, ces deux références qu'il dira toujours, disons dans la musique du XXe siècle, c'est Varèse et Webern. Deux musiciens qui pouvaient sembler à l'époque tout à fait différents et qui finalement sont très proches. Oui, mais par exemple de Webern, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que lui, comme Cage, prennent de Webern non pas l'aspect formel, mais comment ça sonne, cette musique de Webern. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté formaliste donc, de la musique d'avant-garde, disons, européenne. Il y a un aspect beaucoup plus physique du son auquel vont s'attacher donc, les compositeurs de l'école dite de New York, et notamment Cage et lui. Mais alors ce qui est assez frappant, c'est que dans cette quête du son, et finalement d'un son assez épuré, enfin d'un son en tous les cas qui n'est pas une prolifération du son, mais plutôt une écoute de sons isolés et de mise en rapport de sons isolés, que ce soit des sons d'ailleurs extrêmement classiques ou des sons nouveaux, toute cette écoute va amener Feldman à des attitudes tout à fait contradictoires, d'une part à inventer de nouveaux types de notation, et d'autre part à chercher une représentation aussi près que possible de ce qu'il peut entendre mentalement. Oui, il y a quelque chose de paradoxal, mais de toute façon, toute la démarche de Feldman est paradoxale, et c'est pour ça qu'il est très difficile à comprendre aussi à travers ses textes. Moi, j'en sais quelque chose, puisque j'en ai traduit la plus grande partie, et c'est vrai que la musique de Feldman peut paraître très simple en fait, puisqu'elle a des constantes, au niveau de la dynamique c'est très faible, au niveau du tempo c'est généralement très lent, etc. Donc c'est une musique très particularisée, qui peut paraître très simple. Et en fait pas du tout, c'était un esprit d'une très grande complexité, et la musique elle-même, la manière dont il envisageait sa communication, sa notation, était très complexe. Et il a essayé par toutes sortes de biais de la noter, notamment par le biais de ces fameuses notations dites graphiques. C'est pas vraiment des notations graphiques au sens où ce sont des chiffres qui correspondent à des nombres de sons à jouer dans les laps de temps déterminés. Ce ne sont pas des graphismes, si vous voulez, qui servent de stimulant aux interprètes, donc il faut être un peu prudent là-dessus. Après, il a abandonné cette notation. Est-ce qu'on pourrait préciser, justement, donner un exemple à la radio de ces choses-là? Comment ça se présente si on essayait comme ça de faire une description, comme la description d'un schéma ou d'un tableau? Écoutez, je prendrais par exemple intersection 3 pour piano. Imaginez, vous avez 3 rangées de petites cases rectangulaires, ou carrées ou rectangulaires. La série supérieure de cases correspond à des sons de registre aigu, intermédiaire de registre médium, et puis la rangée du bas correspond au son grave. Bon. Dans chacune de ces petites cases, vous avez un nombre de sons.
à jouer, mais on ne savait pas, donc vous savez que ça va être dans tel registre, mais vous ne savez pas quelle note ça va être. Et puis, à ces cases correspondent des laps de temps. Donc, par exemple, vous savez que chaque petit carré correspond à, disons, 1 seconde. Donc, vous aurez, par exemple, dans un cas, 4 sons à jouer dans l'extrême aigu à l'intérieur d'une durée de 1 seconde. Mais, comme dit Cage, c'est un petit peu comme le système des feux verts et des feux rouges. C'est-à-dire que si vous êtes piéton, vous voyez un feu rouge, vous savez que vous pouvez traverser. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Dès que le feu est au rouge, vous avez 30 secondes pour aller d'un côté à l'autre du trottoir. Mais c'est pareil pour ces petites cases, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire ces 3 sons tout de suite à l'intérieur de cette laps de temps, enfin tout de suite dans la première partie de ce laps de temps, vous pouvez le faire à la fin de laps de temps indiqué, etc. Donc ça laisse une certaine latence. Cage compare également ces notations à une sorte d'appareil de photo qui vous donne la possibilité de faire de toutes sortes de clichés, mais en fait la partition, donc là l'appareil, ne vous dicte pas ce que vous allez pouvoir prendre. Et c'est un petit peu l'image que d'ailleurs Feldman remet un peu lui-même en question, parce que je pense que Cage a un peu complexifié ce que lui-même voulait. Un détail intéressant, si vous voulez, alors peut-être anecdotique, je ne sais pas, mais c'est peut-être pas un hasard, c'est que Feldman, à l'époque, travaillait chez son père, qui était tailleur. Donc, plutôt d'ailleurs que d'essayer d'avoir des bourses pour vivre en tant que jeune compositeur ou apprenti compositeur, il préférait être indépendant et rester chez son père. Or, c'est assez amusant, mais finalement, moi, ces premières partitions de Feldman m'ont toujours évoqué un petit peu ce qu'on appelle les patrons dans la confection, c'est-à-dire c'est des sortes de schémas qui vont ensuite déboucher sous la forme de la réalisation elle-même, c'est-à-dire, en l'occurrence, dans le cas du tailleur, ça va être un costume ou un vêtement, et là, ça va être l'œuvre achevée, l'œuvre réalisée par l'interprète. Mais il y a quelque chose de l'aspect d'un patron dans ces premières partitions graphiques élaborées par Feldman, qui est donc les toutes premières partitions graphiques, puisque là, il y a une espèce de querelle historique, on ne sait pas trop si c'est Earl Brown ou Morton Feldman qui a fait les premières partitions, mais en tout cas, c'est vraiment les premières tentatives de sortir la partition et la notation du graphisme traditionnel. Oui, Jean-Yves Bosseur, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'invention d'une nouvelle notation, qui ne soit pas des notations simplement symboliques, on note les hauteurs, les durées, est une manière de repenser la musique comme langage, et évidemment d'une certaine manière de faire sortir la musique de cette idée de langage. Donc c'est une sorte de provocation par rapport à son métier,
et aux outils qu'on a pour essayer donc de dépasser quelque chose qui semblerait bloqué. Oui, et puis ne plus penser la musique en termes de notes à fixer par les propriétés que l'on sait, mais comme un certain nombre d'événements dont on ne cerne pas nécessairement, si vous voulez, les relations de cause à effet. Ce qui est assez amusant aussi, c'est la manière dont Christian Wolff dit avoir vu Feldman procéder lorsqu'il inscrivait ses chiffres dans les petites cases. Il paraît qu'il faisait un petit peu comme Pollock au niveau pictural, c'est-à-dire qu'il plaçait par exemple une grande feuille sur laquelle il y avait ces rangées de petites cases, et puis il allait piquer comme ça à droite et à gauche sur tel endroit ou tel autre de la page, et puis il mettait un chiffre là, il allait plus loin sur la page, il en mettait un autre, etc. Donc c'est une méthode qui a vraiment pas grand-chose à voir avec les méthodes compositionnelles habituelles. C'est une manière de composer sans composer au sens traditionnel, c'est-à-dire au fond de proposer des stratégies de jeu. Ce qui va être le problème assez vite d'ailleurs pour Feldman, c'est que lui, en tant qu'auteur, de ces stratégies, il peut investir entièrement son corps et sa pensée dans une projection de nombres à l'intérieur d'un espace, parce qu'il y aura une cohérence qui est sa propre cohérence. Après, il y a la question de l'interprète. Comme vous l'avez dit très bien, cette histoire de feu rouge est tout à fait valable d'une certaine façon, mais il y a des gens, et les musiciens sont souvent des gens très disciplinés, qui vont choisir soit de démarrer dès que le feu rouge arrive, et donc trop disciplinés et ne saisissant pas au vol cette possibilité de liberté, soit de faire n'importe quoi, comme à la récréation, parce que tout d'un coup on vous laisse libre. Et c'est ça peut-être qui a laissé Feldman insatisfait, parce que je crois qu'il note aussi dans son autobiographie qu'il a fini par renoncer au fond à composer cette musique dite graphique, parce qu'au fond ce qu'il cherchait, c'est de permettre au son d'être libre, mais il ne cherchait pas du tout à libérer l'interprète. C'était pas du tout son problème, parce que pour lui, l'interprète libéré dans ces conditions devient finalement quelqu'un qui devient improvisateur et donc qui rajoute du sens. Au fond, Feldman, ce qu'il cherche, c'est pas du tout à rajouter du sens, c'est au contraire à être le plus abstrait possible. Oui, absolument. Et puis il y a le problème du silence aussi. C'est-à-dire, c'est une des raisons qu'il a fait abandonner les notations graphiques, c'est la possibilité que les sons se résolvent dans le silence, et ça n'était pas donné nécessairement par des notations trop indéterminées. Et donc c'est tout ça qui l'a amené à d'autres types de notations, ce qu'il appelait la race course notations, littéralement course de chevaux, et où donc c'est un peu curieux comme expression, mais où les musiciens réagissent un peu les uns aux autres par rapport à des modes d'attaque, c'est-à-dire par exemple il y aura pas un absolu synchronisme entre les attaques des différents instruments, mais un petit décalage ou bien des choses comme ça, et où les notations sont souvent écrites avec des traits par exemple qui prolongent les notes et qui donnent certaines impressions de durée par exemple. Quand on écoute maintenant, Jean-Yves Bosseur, ces musiques des années 40, années 50, quel effet font-elles par rapport aux autres musiques qui étaient faites en Europe de manière tout à fait surdéterminée ? C'est difficile à dire ça parce que en même temps, c'est vrai qu'il y a, comme on a dit, une image très forte de la musique de Feldman et donc une espèce d'identité irréversible, si on peut dire. Il n'y a pas cette espèce d'accumulation d'événements que l'on peut constater dans la musique sérielle et post-sérielle. Donc on a ce qu'on pourrait appeler une espèce de tendance vers un minimalisme, mais pas au sens du répétitif qui est associé en général à ce terme de minimalisme, mais un sens de l'épuration qui est évidemment contemporain de ce que certains peintres comme Rothko par exemple ont tenté pour leur part. Et Feldman est complice de ces mouvements-là, c'est-à-dire de cette sortie d'une espèce de logorée qui était un peu la logorée musicale des années 50 en Europe.
En même temps, chez Feldman, la musique est fondamentalement dissonante, comme on a coutume de dire. C'est ce qui fait d'ailleurs une grande différence entre lui et les musiciens répétitifs de la génération suivante. Oui, c'est-à-dire que c'est une musique qui a été très marquée par ce qu'on pourrait appeler le post-Webernisme, c'est-à-dire le chromatisme issu de Webern, mais sans systématisme. Mais c'est vrai que c'est une musique qui joue sur l'ambiguïté des rapports d'intervalle, ce qui veut dire aussi que parfois il y a des consonances, c'est-à-dire que Feldman, je ne veux pas arriver sur un plan trop technique, mais n'exclut pas des consonances comme l'octave ou la quinte, contrairement par exemple aux musiciens du sérialisme. Tous les intervalles peuvent intervenir chez Feldman. Mais c'est une musique qui frotte quand même beaucoup. Oui, c'est une musique qui est toujours dans l'entre-deux au niveau stylistique, c'est-à-dire qu'elle ne s'affiche jamais comme tonale, modale, etc. Elle est toujours dans une complexité harmonique qui la fait échapper à des images par trop nettes qui le feraient rattacher à des stylistiques. Donc mais c'est vrai que... Et l'anecdote, c'est que par exemple, Intersection 3, par exemple, dont on parlait, c'est une pièce dans laquelle il n'y a aucune hauteur de son notée, et donc, de même les pièces graphiques de l'époque, et certains musiciens donc les ont travaillées devant Feldman, par exemple, et Feldman était très ennuyé, en fait, lorsqu'il y avait certains rapports de consonance ou un accord parfait qui intervenait au milieu. Alors, il ne savait pas trop comment le dire, mais enfin, il ne souhaitait pas trop que tout d'un coup, il y ait un caractère sonore qui soit de nature tonale. Donc, il cherchait toujours à ce qu'il n'y ait pas d'orientation pour la perception qui soit trop forte. C'est-à-dire que tout d'un coup, si on a deux accords classés dont l'un conduit à l'autre, tout d'un coup, la perception va être trop dirigée. Donc, c'est toujours en suspens chez lui. Il y a cet aspect de suspension permanente, et ce n'est que par une harmonie de type chromatique qu'il pouvait y arriver. Sinon, ça redevenait directionnel. De Webern, on voit bien ce que Feldman retient, notamment la possibilité d'entendre un son pour lui-même dans sa relation spatio-temporelle avec les autres sons. De Varèse. De Varèse, c'est l'orchestration. C'est essentiellement cette question de l'instrumentation, savoir instrumenter ça. Il revient constamment dans ses écrits, et il reproche beaucoup aux compositeurs qui étaient ses étudiants à Buffalo, par exemple, de ne pas avoir ce sens de la couleur instrumentale. Et c'est vrai que tout au long de sa vie, Feldman a trouvé des associations de timbres qui sont passionnantes, avec l'utilisation de certains instruments qui ne sont pas forcément fréquentes dans des effectifs de musique de chambre. Et plus tard, il a, par exemple, je pense à des œuvres beaucoup plus de la maturité de Feldman, comme Coptic Light, par exemple, donné une physionomie de l'orchestre qui est absolument extraordinaire, qui n'a pas de précédent. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment, vraiment le sens de la couleur instrumentale. Et ça revient tout le temps. Il faut savoir trouver le bon instrument au bon moment. C'est ça la chose principale. Et donc, et ça, malheureusement, enfin, ou heureusement, j'en sais rien, mais ça ne s'apprend pas dans des livres, ça se vit au jour le jour, ça se vit en fonction des expériences, et Feldman a constamment travaillé là-dessus.
Morton Feldman, Pensée verticale, fragment, 1964. Lorsqu'on tend vers un son qui vit, on doit renoncer à tout idéal orienté vers la différenciation. De la pratique, nous apprenons rapidement que tous les éléments de différenciation existent déjà par eux-mêmes dans le phénomène sonore. L'art, dans sa relation avec la vie, n'est rien d'autre qu'un gant retroussé. Il a apparemment la même forme et le même contour, mais il ne peut plus être utilisé dans le même but. L'art ne nous dit rien sur la vie, de même que la vie ne nous dit rien sur l'art. Morton Feldman, Le singulier, premier parcours, par Christian Rosset, avec la participation de Jean-Yves Bosseur. Réalisation, Evelyne Gaillou. Extrait d'œuvre de Morton Feldman. Madame Press died last week at 90. Only, structure pour quatuor, intersection 3, projection 2, pièce pour 4 pianos, durations 2. À demain pour le deuxième parcours, 3 voix pour un portrait.